Et voilà, il est 8 heures. On commence cette édition des Deux Carreaux au micro avec Caroline Simard. Pour cette édition du lundi 13 mars, on poursuit en santé avec, après le docteur Drouin, on va poursuivre dans une perspective de santé globale et de bienveillance envers soi-même et comment avoir un coffre à outils. Caroline Simard, elle est présidente du comité des communications et rédactrice en chef de la revue Le Temps de Parole, ex-députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et aussi co-animatrice avec moi de ce segment. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait déjà quelques semaines qu'on anime ensemble ce segment. Ça fait... Depuis janvier, oui, quand même. Oui, c'est ça, parce qu'en micro 16, d'ouverture... je crois. Oui, c'est ça, micro d'ouverture, je disais une nouvelle collaboratrice, mais c'est nouveau, mais tout étant relatif. Nouvelle de saison. Nouvelle de saison. Et ce matin, une belle tablée, encore une fois, avec Isabelle Soucy, qui est psychologue clinicienne, formée notamment en thérapie cognitive et comportementale, à l'hypnose et à l'enseignement du yoga. Elle offre des formations professionnelles, ateliers et services de supervision clinique. Elle est puis aussi autrice de plusieurs ouvrages. Le plus récent, En attendant le psy, c'est publié aux éditions de l'Homme et bien évidemment disponible dans toutes les bonnes librairies. Isabelle, bonjour. Bon matin, Caroline. Bon matin. Et voilà, c'est tout chaud là depuis le 1er mars que le livre est disponible. C'est brûlant. Et puis Francis Michaud, qui est hypnologue, coach et enseignant en programmation neurolinguistique et hypnose. Alors j'ai bien hâte de voir. Oh mon Dieu. C'est brûlant. C'est chaud, c'est un coin chaud ici. C'est le livre d'Isabelle qui fait cet effet-là. Oui, c'est ça. Alors Francis offre des ateliers de développement personnel et massothérapeute aussi, tiens donc. Et un baccalauréat en psychologie. Voilà, bonjour Francis. Bonjour. Alors, quand je dis qu'on est bien entouré, c'est pas à peu près. Caroline, t'avais envie de parler avec nous et avec tes invités justement de bienveillance et de prendre soin de soi. En fait, c'était le but de cette entrevue-là, de cette discussion-là. Bien, c'est toujours important de prendre soin de soi, c'est la base. Et puis, je viens de terminer de dévorer le livre d'Isabelle qui est fort intéressant, pertinent. Et puis, évidemment, je le recommande à tous. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il vient tout juste de sortir. Oui, il est sorti le 1er mars. Et puis... c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, vraiment. Il faut pas penser que parce qu'on parle de bienveillance, on est déjà dans un état où on en a besoin, parce que la bienveillance, c'est un état qui est important, que l'on soit toujours de bonne humeur ou encore que ça aille mal. Oui, c'est un mot qui on dirait qu'on n'en parlait pas tant, mais on n'en a jamais assez. Non, on n'en a jamais assez, mais on dirait qu'il est devenu à la mode ou revenu à la mode avec la pandémie. Là, après ça, on dit, on en parle trop, comme si on pouvait trop parler de bienveillance, mais en fin de compte, ça serait au quotidien, là, mais... Puis ce qui m'a touchée dans le livre d'Isabelle, entre autres, c'est que c'est une professionnelle qui prend le temps d'écrire un livre parce qu'elle trouve qu'elle-même, comme psychologue, que les délais d'attente sont très longs. Que ce soit au privé surtout, mais aussi c'est-à-dire au public, mais surtout également de façon générale. Ouais. Et puis, donc, elle écrit ce livre-là pour outiller les gens. Et on se retrouve inévitablement, peu importe notre situation, dans son livre. Je trouve ça remarquable, donc le désir de vouloir interpeller les gens pour dire, regardez, vous avez des stratégies, je vous les donne. Et puis maintenant, choisissez un peu celle qui vous fait le mieux et mettez-les en pratique au quotidien. Ça, c'est comme un chef un peu qui donne ses recettes, ses trucs de chef, non? Oui, c'est bien dit, oui, une belle façon de l'amener. Alors, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de danger de faire sa job. Non, effectivement, je me sens pas menacée du tout. OK. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le leitmotiv de la rédaction de l'ouvrage. Oui, absolument. Je l'ai écrit justement à la sortie du dernier livre en septembre 2021. C'était Calme au cœur du chaos, qui était plus je dirais un autoprogramme pour apprivoiser plein de techniques de type thérapeutique et également la pleine conscience et des techniques d'apaisement. Mais après l'avoir publié, je me suis mis à écrire ce livre-là
inspirée par plein d'échanges avec mes clients. Puis je me dis, ah mon Dieu, telle discussion, ce thème-là, j'aurais dû le mettre dans le premier livre, et je le prenais en note. En même temps, j'étais bombardée de demandes, de sollicitations que je pouvais malheureusement pas accepter toutes les demandes qui rentraient pour suivre les gens en thérapie. Je savais pas trop où les diriger également. Fait que je me disais, bon, ben peut-être que en créant un peu une boîte à outils bien remplie, en expliquant pourquoi ces techniques-là fonctionnent, ben peut-être que ça va en aider quelques-uns. C'est un peu ma mission personnelle avec cet ouvrage-là. Et puis, la raison aussi pour laquelle j'ai vraiment accroché sur ce livre-là, c'est que j'ai appris, comme on en a discuté quand même ensemble, mais comme j'en ai discuté rarement en public, et c'est la première fois donc que je vais en parler ici à la radio, j'ai appris des suites d'un accident de voiture, qu'est-ce qu'était la bienveillance. Mm-hmm. J'ai appris aussi à m'écouter, à me prioriser. J'ai appris qu'est-ce qu'était le lâcher prise, à être vulnérable également. Vraiment, le se découvrir dans sa propre et son entière vulnérabilité. Et puis, dans votre ouvrage, dans ton ouvrage, Isabelle, puisqu'on a parlé tantôt de tutoiement, donc, dans ton ouvrage, tu notes qu'il est important, donc, que la plus grande rémunération pour toi, c'est de voir l'évolution d'une personne que tu suis. Et ça, moi, j'ai vu qu'est-ce que ça fait lorsqu'une personne voit l'évolution d'un client ou d'un patient. Toi, est-ce que tu en parles avec les personnes que tu accompagnes? Absolument. Je pense pas qu'on est interpellé dans un métier d'entraide si c'est pas une pulsion du cœur d'avoir une influence positive dans la vie des gens. C'est sûr qu'on doit vivre donc une rémunération qui vient avec le travail qu'on fait, sauf qu'il n'y a rien de plus, je dirais, de plus gratifiant que de faire des bilans avec les gens, puis de les amener eux-mêmes à prendre conscience de toute l'évolution, les gains, les changements, même des fois des changements qu'eux n'ont pas pris conscience d'eux. Surtout d'arriver à la fin d'un processus, puis de constater que les amener, eux, à voir que le travail, les progrès, en fait, découlent de leur propre investissement, de leur assiduité, de leur désir d'améliorer leur sort. Fait que oui, j'ai un petit rôle à jouer, je suis là un peu comme guide, mais c'est eux qui font le travail essentiellement, puis c'est un honneur d'être témoin de ce cheminement-là avec ces personnes. Je pense pas qu'on le réalise vraiment, même quand c'est terminé en termes de réadaptation, ou je prends l'exemple de l'IRDPQ, l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Moi, j'ai fait un séjour là-bas de réadaptation, et je pense pas qu'on réalise, même quand on a passé par un endroit, tout ce qu'on a fait comme évolution. On le sait, mais on le réalise pas. Alors, c'est important de se le faire dire. Francis, j'imagine que t'es de... Oui, puis tu sais, dans le contexte de... Moi, je travaille plus avec l'hypnose, justement, dans l'accompagnement. Puis souvent, quand on fait un vrai changement, mais pas juste avec l'hypnose, en général, quand on fait un changement de perspective ou que quelque chose vient plus de l'intérieur, ben des fois, ça se fait automatiquement, puis on s'en rend pas tant compte en tant que tel à ce moment-là. Fait que sûrement pour toi aussi, Isabelle, tu sais, comme tu disais, les gens cheminent, puis au jour le jour, ben ils disent, il y a encore des défis. Oui, il y a encore des défis, mais c'est où est-ce que tu es parti? Puis le fait de réaliser qu'on a cheminé, qu'on est sur la bonne voie, ça fait que on n'est peut-être pas rendu au sommet de la montagne, tu sais, si on prend l'analogie de monter une montagne ou d'avoir un défi, mais si on sent qu'on s'en est rapproché, puis qu'on a déjà un élan, ben on est sur la bonne voie, tu sais. Je pense qu'on cherche pas nécessairement à ce que tout soit réglé, parce que ça sera jamais dans notre vie tout réglé, mais si on sent que ça évolue, puis que c'est comme si ça... Des fois, la problématique est comme cristallisée, c'est comme si on est enlisé dans notre problème, puis on sent qu'on voit pas d'option, mais si on voit qu'on est en mouvement déjà, puis que ça va de mieux en mieux, ça aussi, ça fait partie du processus, tu sais. Moi, j'ai une petite question bien terre à terre par rapport à psychologie, à consulter un psychologue, et par rapport aussi à la psychanalyse, parce qu'on voit souvent, je pense aux films de Woody Allen, ils sont en psychanalyse. Et là, ça dure des années, on fait une psychanalyse. Combien de temps je devrais voir un psy pour un traitement ou un hypnologue pour que ça soit une thérapie, et dire, bon, ben écoute, j'investis tant de séances, parce qu'il y a une différence, j'imagine, là, on part pas en psychanalyse, c'est pas la même chose, là. Non. Je pose la question à l'un ou l'autre, je lance la question. Oui, ben Francis peut parler plus du processus d'hypnose, puis je vais compléter avec l'aspect plus thérapeutique. Ben, moi, dans le fond, j'ai le background plus coaching. Fait que donc, atteindre un objectif. Fait que dans le fond, le but, c'est pas tant au niveau de guérir quelque chose thérapeutique. De toute façon, j'ai pas les formations pour ça. Tu sais, je reste ça à la médecine ou à la psychologie. Mais dans le fond, moi, je suis là pour donner un coup de pouce, pour justement remettre du mouvement.
Donc, les gens viennent quelques rencontres. Fait que j'ai pas des fois, j'aimerais ça avoir un accompagnement plus sur le long terme, de faire un suivi, justement, de voir l'évolution, puis de pouvoir donner des coups de pouce quand les gens, ils eux-mêmes disent, ah, ben, j'arrête. Non, mais tu peux continuer, tandis qu'un accompagnement plus sur plusieurs rencontres. Déjà, en tout cas, tu pourras en parler plus, Isabelle, mais quand on parle thérapie brève, c'est 12 à 20 rencontres à peu près. Ça peut être plus aussi. Fait que moi, normalement, les gens, ils viennent, quelques rencontres, donc autour de 2, 3, 4, 5. Fait que le but, c'est vraiment de remettre en mouvement, de donner des outils, ouais, c'est ça. partir, puis après ça, les gens, des fois, ils reviennent après quelques semaines, dire, ben, les choses ont un peu comme stagné, j'aimerais ça aller plus loin. Fait que je suis vraiment comme dans une approche, donner un coup de pouce. Mais c'est intéressant si les gens disent, je peux pas partir pour une thérapie sur 3 ans, mais je veux juste un petit coup de pouce, et après on verra, mais au moins peut-être que ça peut suffire. Et dans ton cas, Isabelle? Absolument. Tu sais, puis l'hypnose, on en parle souvent comme étant un facilitateur de progrès ou d'atteinte d'objectifs. Donc effectivement que c'est pour soit mousser l'espoir, la motivation, le changement, les rapprocher, d'éveiller des ressources personnelles qui sont déjà bien en eux, puis les mettre en lumière pour les aider dans leur quotidien. Fait que, oui, des fois, j'ai des blocs des clients qui me viennent avec la demande de faire purement de l'hypnose, puis là, ça va être du très court terme, là, entre 4 et 7 rencontres peut-être en moyenne. Côté plus thérapie, en fait, ça a un éventail assez large. Il y a des gens qui viennent pour la thérapie très brève, pour un objectif très précis, spécifique. On applique des démarches de thérapie cognitive comportementale, par exemple. Oui, alors je veux passer au travail. C'est ça, exactement. Ou s'outiller pour le traitement de l'anxiété. Fait que ça peut varier autour de, justement, une dizaine à vingtaine de rencontres. Puis il y en a qui viennent pour plusieurs objectifs ou qui veulent faire un travail de fond. Donc, moi, je travaille avec la thérapie des schémas, entre autres. Donc, c'est toutes les programmations automatiques qui se sont installées au fil de notre vie, qu'on veut tranquillement un peu amoindrir. On veut augmenter la place de la partie en nous qui est justement bienveillante et plus nuancée dans ses propos. Donc ça peut être du plus long terme, mais quand je parle de plus long terme, ce qui distingue la psychanalyse, parce que je suis pas formée en psychanalyse, c'est un autre courant en psychothérapie qui typiquement est 2 fois par semaine sur plusieurs années, même des fois 3 fois par semaine. Dans mon cas, quand je fais du long terme, il y a les premiers mois qui peuvent être aux semaines. Ensuite, on espace petit à petit. On encourage la personne à être de plus en plus autonome dans son cheminement. Puis quand c'est sur des années, souvent, ça devient espacé aux 3 semaines, au mois, peu importe, des fois aux 2 mois. Puis on les accompagne plus dans le rappel de leur stratégie. On gère les petites situations du quotidien. Tout à fait. Tout à l'heure, Francis, tu parlais de la montagne. Je trouvais ça extrêmement important, puis très imagé, parce que cette montagne-là, c'est vrai que lorsque l'on est concerné, et il y a sûrement des gens qui se sont reconnus, qui nous écoutent, souvent on va l'utiliser comme visuel, et puis autant on va s'y voir reculer que l'on va se voir monter. Et puis Isabelle, tu mentionnes dans ton ouvrage, parce que j'aimerais qu'on revienne à ce livre super intéressant, tu mentionnes avoir toi-même fait une dépression. Mm-hmm. Tu as l'ouverture justement de nous confier, consulter toi-même une précieuse psychologue quand tu en as besoin, donc faire toi-même une démarche. Et puis dire aussi que tu as eu à une étape de ta vie à faire par exemple de l'activité physique 5 minutes à la fois, 10 minutes, ensuite 20 minutes, et puis te rendre à pouvoir faire justement un 41,2 km. C'est 41 ou 42? 42,2. Oui, c'est ça. Le marathon complet. Là, je me suis dit non, c'est pas le bon chiffre. Alors, est-ce que tu peux justement me faire le lien et me dire pourquoi c'est si important l'activité physique en lien avec la santé mentale? Je sais que c'est définitivement un bienfait, là. Ah ben oui, c'est clair. Je dis ça parce que le docteur Drouin, juste avant, nous en parle beaucoup. Oui, bien c'est la ça. Marche. Puis il nous écoute d'ailleurs parce qu'il m'a dit... Mais oui, c'est ça, je le salue. Il m'a dit, je vais être dans mon auto très attentif. Alors oui, effectivement, on le salue, où il peut être.
Mais effectivement, puis après mon expérience, moi, c'était en 2005 que j'ai fait une dépression majeure. Puis j'avais essayé quelques petites interventions thérapeutiques plus traditionnelles. Ça n'avait pas vraiment cliqué avec personne. En tout cas, je trouvais pas l'aide ça, c'est un point extrêmement important aussi. On peut ne pas cliquer avec un thérapeute et on a le droit de le dire. Absolument, absolument. Puis peut-être pas se décourager, tu sais, après quelques tentatives, effectivement. Et bon, je me suis mis, à un moment donné, c'est comme si je me sentais prisonnière de mon corps, de ma tête qui fonctionnait plus adéquatement, puis je me sentais un peu coincée, puis je me suis dit, ben, qu'est-ce qui m'aiderait à me décoincer? Je sais pas, il y a comme eu une écœurantite intense qui a fait en sorte, ben, au moins, il va bouger, tu sais, il va faire circuler ce qui est pogné en dedans. Et je me suis mise à, malgré l'absence d'énergie, l'absence de motivation, à mettre des micro-défis, de faire de l'activité physique par petites... des micro-défis vraiment très simples et accessibles. Puis, je me dis à tous les jours, je vais essayer de faire quelques minutes, puis d'augmenter de semaine en semaine, peut-être d'1 minute à la fois. Puis ça m'a sorti du tourbillon d'impuissance qui est classique avec la dépression. Puis, ça a motivé, en fait, ma thèse de doctorat. Là, rendue au doctorat, je suis allée étudier l'impact de l'activité physique comme traitement pour la dépression en comparaison au protocole plus standard qui est utilisé en thérapie cognitive comportementale. Et c'est là que ça a permis de confirmer ce qui s'était passé dans ma propre expérience. En fait, il y a tellement de bienfaits à la fois sur le plan psychologique. Hein, le simple fait de s'activer, ben c'est gratifiant. Il y a quelque chose, il y a un sentiment de empowerment, de reprise de contrôle. On se sort de cette impuissance-là. Ensuite, on goûte à des petits accomplissements quotidiens. Fait qu'on regagne une certaine confiance en soi aussi avec le temps, le sens à nos journées également. Puis ensuite, là, quand on se tourne à plus la neurochimie du cerveau, toutes sortes de... Ça l'aide à réguler finalement les neurotransmetteurs au niveau du cerveau, que ce soit la sérotonine, la dopamine. On a les endorphines aussi, qui est l'hormone de bien-être qui est sécrétée. Il y a même des neurotransmetteurs qui facilitent la régénérescence des cellules. Ça, c'est prouvé scientifiquement, oui, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas juste dans on constate que la marche me fait du bien au cerveau, là. Il y a une science. Il y a immensément d'études, effectivement, qui démontrent tous ces effets-là sur le corps. Et ça a un effet protecteur et même de guérison, autant sur le plan physique que psychologique. Ah ouais, c'est fascinant. Et puis, je fais juste une parenthèse sur ça. Si on peut marcher en forêt, c'est peut-être encore mieux. Oui, mais ça, c'est là, on amplifie. C'est un autre chapitre dans mon livre. Oui, bien c'est ça. C'est la suite du livre parce que il y a un chapitre qui s'appelle « Prenez le temps de prendre votre temps ». Et puis, ce chapitre-là, il dit justement qu'il faut prendre du temps, ça le dit, mais aussi éviter d'être à la course contre la montre. Il n'y a jamais assez d'heures dans une journée, hein. Ouais. Et il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent, ça c'est certain. Nous-mêmes, on peut se reconnaître, ou en tout cas en ce qui me concerne, je me suis déjà reconnue dans cette affirmation-là. Plusieurs aussi disent et pensent à la priorisation du travail, mais pour échapper justement à cette façon d'être et de faire, la nature est le meilleur échappatoire. En tout cas, du moins pour moi, se ressourcer, comme tu dis, Caro, et particulièrement pouvoir aussi s'évader. Mm-hmm. Il y a tout un chapitre super intéressant là-dessus avec des recommandations, des tests aussi. Mm-hmm. Oui, absolument. Est-ce qu'on parle plus du chapitre prendre son temps ou le plein air? Il y en a plusieurs des chapitres qui parlent de nature, de randonnée, d'être seul avec soi aussi, de prendre le temps d'être seul avec soi, ça c'est important. Oui, absolument. Puis encore là, le plein air, on amplifie tous les bienfaits de l'activité physique si on a la chance de le faire en plein air. C'est démontré que de passer même 20 à 30 minutes à l'extérieur en nature, ça diminue notre taux de cortisol dans le sang de 18%.
Puis pour chaque heure... Bon, quand tu dis on diminue notre taux de cortisol, ça, c'est l'hormone de stress. L'hormone de stress, associée au stress. Puis il y a des... Tu sais, je veux dire, le plein air, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Quoique c'est très beau aller marcher dans Charlevoix, mais tu sais, il y a le domaine Mézeray, les plaines d'Abraham, il y a des parcs Bois-de-Coulonges. À Québec, on est quand même chanceux. Être au bord de l'eau. Être au bord du fleuve. Puis on le sent, il y a un ralentissement de rythme. La nature est pas pressée. C'est comme si notre système nerveux vient un effet miroir, va venir un peu faire écho à cette douceur-là, cette lenteur-là, l'absence de stimuli, de distraction. Donc, on est vraiment... ça favorise une connexion à soi, finalement, à l'environnement, aux autres. Québec présente de nombreux endroits pour marcher et c'est une belle façon de découvrir la ville, hein. C'est vraiment, que ce soit justement dans le coin du lac Saint-Charles, que ce soit tout près de la rivière, ici, près de la station, il y a énormément de belles c'est vrai, possibilités. Absolument. Et donc, être seul, c'est aussi important, être seul avec soi-même. Apprécier l'être surtout. Absolument. Puis ces temps passés en nature-là, seul avec soi-même, ben c'est une belle occasion de faire de l'introspection, c'est ça encore une fois, peut-être je le propose dans le livre, de le considérer ça un peu comme une autothérapie, qu'on peut en profiter pour s'intéresser à comment on se sent, faire le point sur notre vie, ou même juste pratiquer la pleine conscience, être connecté à nos 5 sens, puis... Ça, pour moi, la pleine conscience, c'est important. Est-ce que tu fais de la... Ben écoute, je pense là, j'en parle souvent avec le docteur Drouin aussi, pleine conscience, mais moi, la méditation là, tu sais, j'ai plus de la difficulté, mais je marche, moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Alors c'est là-dedans que je me retrouve là, mais m'asseoir puis m'écouter respirer, j'ai plus de difficultés. Je suis incapable, mais j'essaye, ça revient. J'ai des phases où je me dis faut que je médite. Mais c'est plus difficile, c'est plus laborieux, mais je me retrouve dans la marche. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, on a essayé de le faire de plusieurs façons. Il faudrait que je m'y attende. Il y a des applications aussi pour ça, mais il faudrait que j'aille vous voir. Tous les deux. C'est ça peut-être. Oui, vas-y, Francis. Ouais, mais tu sais, dans le fond, on est beaucoup dans une société où la performance est utile, comme si toutes les actions, justement, on a l'impression qu'on n'a pas assez d'heures, fait que chaque minute doit être efficace. Mais notre cerveau est pas fait pour être tout le temps dans un mode de, il faut être efficace, faut rentabiliser. On a besoin de temps juste de se déposer, d'arrêter puis de prendre une pause. Fait qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être en train de méditer, tu sais, sur le sommet d'une montagne, juste comme oui, ça. C'est ça. Mais faut que je médite, il faut que je sois zen. Il faut, c'est ça. C'est comme si on essaie de s'obliger nous-mêmes, tu sais. Non, c'est de laisser des choses s'installer. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai pris conscience de c'est normal d'avoir des temps d'arrêt. Notre cerveau en a besoin, notre corps en a besoin. On peut pas être tout le temps dans le système sympathique de vigilance puis d'être toujours d'être trop présent. On a besoin de s'arrêter. Donc la nature, c'est bien comme ça. Mais des fois, juste le fait de dire je me prends 5 minutes puis j'ai pas besoin que ce soit utile. Puis ça, c'est comme contre-intuitif au début parce que mais non, mais je suis pressé, j'ai la famille, j'ai le travail, j'ai tout ça. Mais on le sait très bien à l'intérieur de nous que si on prend juste 5 minutes, c'est pas long, là. Tu sais, tout le monde a 5 minutes. Moi, j'ai une question là-dessus, je veux bien. Ça te permet d'être prêt après à vivre les choses. Ça fait mais vraiment moi, je prends, oui, tu sais, on peut se dire, je prends 5-10 minutes. Je m'assois, je me pose, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais mon cerveau, là, de le mettre à off, là, permettez l'expression, c'est difficile. J'ai beau être relax, arrêter, tout mettre de côté. Mon cerveau, les images viennent, et c'est pas nécessairement négatif, là, mais c'est là où c'est la difficulté de méditer, non? Ben, non, mais c'est normal, en fait. Parce que Caroline, si t'as besoin de prendre 5 minutes pour t'arrêter, c'est parce que la majorité du temps, ça roule. Fait que notre cerveau, c'est pas une switch on-off d'un coup. S'il n'est pas habitué à dire, je prends un temps, justement, pour juste être présent à ce qui est autour de moi, être dans le moment présent, c'est très simple quand on y pense. Mais c'est pas facile pour la majorité des gens parce que ça fait pas partie de ce qu'on fait. C'est pas dans nos habitudes. Fait que c'est ça qui veut dire qu'au début, les premières fois, peut-être que je vais prendre 5 minutes, puis je vais peut-être avoir ralenti les pensées d'1%. Je vais peut-être avoir, pendant un moment, juste mes épaules se sont détendues. Ben, c'est déjà ça. Fait qu'on a besoin de réapprendre, justement. Si ça fait pas déjà partie de notre vie, c'est normal que quand on s'arrête, on a l'impression que c'est inconfortable, qu'on a l'impression que le cerveau part, puis qu'on n'est pas capable de l'arrêter.
ben c'est d'y aller graduellement puis de se dire c'est peut-être pas juste en une fois ou en deux fois, mais si on prend quelques temps justement en se disant ce temps-là, je suis pas obligé de rien faire. S'il y a des idées qui viennent, faut pas que j'oublie ça, ça reviendra plus tard. Fait que c'est un apprentissage aussi pour avoir des moments, puis là c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, pendant 30 secondes, j'ai comme décroché, je me suis juste senti mieux. Puis j'ai pas senti une pression ou une exigence. Ouais. C'est déjà ça. Et d'où l'importance de le faire dans un endroit où on se sent bien, où on est en confiance, j'imagine. Ouais. Couper les réseaux sociaux, mettre le téléphone plus loin. Oui. Pas avoir une notification après 15 secondes qui fait bing! Ouais, non, là, ça marchera pas. T'sais, on a besoin justement de se couper de ça. Je reviens beaucoup, moi, d'où on vient comme être humain, puis on a beaucoup changé dans les derniers 100 ans, 50 ans, 10 ans même comme ça. Mais à la base, on n'est pas fait pour avoir un rythme aussi élevé, par rapport à bouger aussi. L'être humain n'est pas fait pour être sédentaire en permanence. Quand on y pense, on avait besoin avant de bouger pour aller cueillir, chasser, manger, élever nos enfants, tout ça. Donc, c'est normal de bouger. Notre corps en a besoin. C'est comme juste évident. Mais la même affaire d'avoir des temps d'arrêt. On va dans plein d'endroits dans le monde. Les gens sont là, des fois, puis ils font rien. Là, pour nous, c'est comme contre-intuitif, mais il y a quelque chose de sain là-dedans, d'avoir des temps d'arrêt. Je vous dis ça parce que je vous donne 2 exemples. Moi, on a essayé de faire un exercice de méditation avec moi en me faisant allonger sur un divan après mon accident et en me faisant écouter une application Facebook ou YouTube, pardon, qui avait un certain décompte avec paroles sur 10, donc un décompte de 10. Et je pense qu'on était rendu à 6, puis dans ma tête, je me disais, quand c'est donc bien long, etc., là, j'avais juste le goût de me relever, là. Et puis, dans une piscine, par exemple, après un exercice de réadaptation avec une kinésithérapeute, eh bien là, j'étais dans mon élément, dans l'eau. C'était totalement différent. J'étais vraiment capable de fermer les yeux et de partir. C'est ça, ça peut être drastique de se demander de faire la méditation, surtout quand on pense que, OK, une méditation réussie, c'est quand j'ai pas de pensée, je réussis à bloquer les pensées, mais dans les faits, la méditation, c'est l'observation de l'activité de son esprit. C'est, je constate que j'ai telle pensée qui apparaît, puis on essaie de ne pas envenimer l'histoire autour de la pensée, de ne pas nécessairement réagir à la pensée, donc on la laisse traverser le paysage de notre esprit tout simplement, mais avant de se rendre là, il y a toutes sortes d'étapes qu'on peut effectivement faire pour apprivoiser la pleine conscience, puis de commencer par des choses plus concrètes. Il y en a que justement, les gens plus kinesthésiques, ça va être par le mouvement, par les sensations, peut-être par des relaxations musculaires progressives, où ce qu'on tend des groupes de muscles, on les relâche, puis on prend conscience de la sensation qui est là. Est-ce que c'est en utilisant nos 5 sens? Bon, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, par exemple? Après ça, on peut utiliser la respiration, puis il y en a toutes sortes de techniques qui aident à si on a un compte un peu compliqué, comme la respiration 3-3-6, est-ce qu'on inspire en 3, on retient pour 3, on expire en 6, bien, pendant qu'on compte, c'est difficile d'avoir de l'espace mental pour penser à autre chose. Donc, c'est un ancrage mental, c'est une forme de méditation de type concentration. Fait qu'on apprivoise tranquillement toutes sortes de façons d'être pleinement présent dans le moment présent. Et éventuellement, on sent que, on peut même laisser notre corps décider de, j'aurais envie de méditer, de m'asseoir. Puis au début, il y a toutes sortes de guides audio qui existent. J'en ai une panoplie sur ma chaîne YouTube aussi, Calme au cœur du chaos, que les gens peuvent utiliser juste pour se ramener quand l'esprit part dans une direction de oui, OK, mon intention, c'est de revenir à l'exercice qu'on est en train de faire. Donc, donnez-vous la chance d'apprivoiser la pleine conscience. Puis, ça peut très bien se faire dans l'action en lavant la vaisselle. C'est qu'on n'a pas à s'arrêter 30 minutes, 1 heure pour méditer. Bon, en tout cas, on va se calme au cœur du chaos. On y reviendra avec les références. Là, pour le moment, on se donne un petit moment, un petit 3 minutes zen pour prendre une gorgée d'eau, une gorgée de café, méditer, respirer. Et on se retrouve pour parler à nos 2 invités, Caroline. On se ferme les yeux, on écoute une chanson. On va écouter les publicités. Oui. Mais elles sont bien faites, sont bonnes, vous allez voir. À tout de suite. Bonjour, c'est Daniel Chenvez. Et ici, c'est Muriel Moreno du groupe Niagara. Nous sommes avec vous sur CKRL FM 89.1 à Québec.
Les 29 et 30 mars prochains se tient Virage inclusif à la Maison de la Coopération. Au programme, une grande variété de panels et d'activités d'intelligence collective sur la question de l'inclusion en emploi. Cet événement s'adresse aux personnes issues de la diversité ethnoculturelle et aux entreprises d'économie sociale. Venez réseauter et discuter pour ouvrir le dialogue pour une inclusion positive en entreprise. Événement gratuit et inscription obligatoire sur pôlecn.org. La Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec vous offre 4 salles en location qui vous permettent de tenir vos rencontres en présentiel, en virtuel ou les deux à la fois. Elles peuvent accueillir de 10 à 100 personnes et ce 7 jours par semaine. Disposition modulable, plafond haut, proximité des transports en commun, parc à vélo intérieur, stationnement facile et Wi-Fi. Pour plus d'informations ou pour faire votre réservation, visitez maison.coop. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement à l'affiche. Ciné-Voyage présente Italie, de la Toscane à la côte amalfitaine. 65. Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Asbestas, les bêtes. Champion. Émilie, Frisson 6, L'Innocent, Maniaque de film, Mystère, Nostalgia, Notre-Dame de Moncton, Shazam, La rage des dieux, The Quiet Girl et le programme Kino Québec. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! Météo. La météo aujourd'hui, des nuages, des températures qui vont grimper. C'est moins 4 degrés ce matin. Ça devrait grimper à 4 degrés et 60% de probabilité d'averse de neige pour plus tard en après-midi. Un petit vent qui souffle à 15 degrés. Ce soir et cette nuit, des nuages, 60% de probabilité d'averse de neige ou de pluie parce qu'on prévoit un minimum de 0 degré. Pour demain, mardi, encore là une journée nuageuse avec un 40% de probabilité d'averse de neige en après-midi. Le vent, par contre, là, va souffler de 20 à 40 km/h, mais des pointes à 70 km/h en mi-journée. Donc, ce sera assez venteux, même si au thermomètre, il fera plus 1. Là, il y aura, quand même pas mal de vent. Alors, voilà. 8h33. On poursuit cette édition des Matins éphémères lundi 13 mars et on est avec Caroline Simard pour le segment Les deux carreaux au micro. On a comme invité ce matin Isabelle Soucy qui est psychologue clinicienne formée notamment en thérapie cognitive et comportementale, à l'hypnose et à l'enseignement du yoga. Elle vient de faire publier aux éditions de l'Homme un livre intitulé En attendant le psy. Et on a Francis Michaud aussi qui est hypnologue, coach et enseignant en programmation neuro-linguistique et hypnose. Alors on va parler de tout ça dans ce segment-là avec Caroline. Rebonjour tout le monde. Alors, on parlait justement avant la pause de ces différentes approches fort intéressantes. Est-ce que la pleine conscience, les gens d'abord savent c'est quoi exactement? Je pense que plusieurs personnes ont des idées préconçues. Fait que si on simplifie, en fait, c'est toute intention d'orienter délibérément son attention sur le moment présent à l'aide des fois d'objets d'ancrage comme la respiration, comme quelque chose qu'on peut regarder, puis se concentrer sur le visuel, que ce soit l'observation de l'activité de son esprit, que ce soit prendre conscience de tout ce qu'on ressent, par exemple. Fait qu'il y a toutes sortes de... Puis après ça, la pleine conscience, c'est un terme assez vaste. Là. En dessous de ça, il y a plein de sous-catégories de façons d'entraîner la pleine conscience, la méditation en étant une. Le yoga?
Le yoga, absolument. Le yoga, ça fait partie. La marche en pleine conscience. Donc, il y a moyen de marcher en forêt, mais en regardant au sol puis en étant absorbé dans notre tête, ou de marcher en forêt en pleine conscience où on entend le gazouiller des oiseaux, on ressent l'air frais sur notre peau, on est vraiment connecté à l'environnement. On colle un arbre. Oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, Caro? Ça m'est déjà arrivé. Je sais pas de connexion mystique, mais je m'essaye. Bon, ben il y a quand même des lieux où est-ce que tu... je suis très à l'aise en forêt. Oui. D'accord. Et puis, on parlait d'hypnose tout à l'heure. Vous faites tous les deux de l'hypnose. Mm-hmm. Vous le faites de façon quand même différente dans vos pratiques respectives. Par exemple, toi, Isabelle, tu le fais de quelle façon? Moi, la façon que je le guide, c'est vraiment une séance de plusieurs minutes. Là. Ça peut être une demi-heure ou plus, où on a l'induction en hypnose, qui est un état que ça ressemble à une relaxation en quelque sorte. Il y a l'approfondissement et ensuite il y a les suggestions thérapeutiques et c'est là que je vais amener sous forme de métaphores, d'imagerie, de projections futures, des éléments, des suggestions qui vont faire en sorte qui facilitent l'atteinte d'objectifs du client. Puis là, ça peut prendre toutes sortes de directions. Évidemment qu'en tant que psychologue, je peux travailler plus sur des objectifs d'ordre de santé mentale, que ce soit dans la réduction de l'anxiété, l'amélioration de l'humeur, que ce soit changer, reprogrammer certains automatismes, certaines programmations issues de notre vécu. Fait que ça prend toutes sortes de directions, en fait, puis Francis peut en parler un petit peu plus aussi, là, mais moi, c'est ça, on en parlait tout à l'heure avant l'entrevue, puis moi, ça va prendre une forme vraiment plus, ça ressemble à une relaxation guidée, puis des fois, les gens ne voient pas trop la différence, mais on constate, il y a des éléments de ratification qu'on appelle, donc qui confirment que la personne est bel et bien dans un état de lâcher prise. Je m'en sers beaucoup aussi pour reconditionner le système nerveux à fonctionner. C'est rappeler au système nerveux c'est quoi d'être vraiment dans le parasympathique, dans l'état de calme, de repos, de récupération. Ou quand il y a des décalages, là, quand les gens m'arrivent et me disent hey, ma tête le comprend, là, tel concept ou telle information, on dirait que ça descend pas au niveau du ressenti, au niveau du vécu, au niveau du corps. Ben, une hypnose peut aider à réaligner un petit peu les deux. D'accord. Oui, Vas-y. Non, je l'ai demandé à Francis, justement, lui, dans son cas, à quoi peut ressembler une séance d'hypnose. Ouais, c'est ça, parce que moi, dans le fond, souvent, les gens ils viennent pour faire de l'hypnose. Tu sais, à la différence, quand on va voir un psychologue qui fait aussi de l'hypnose, c'est un des outils dans son coffre à outils, tandis que là, les gens, assez rapidement, ils veulent vivre une expérience d'hypnose. Donc, il a vraiment retourné dans le passé, peut-être, ou l'hypnose comme on l'imagine. Non, pas nécessairement. Non, pas du tout même. Okay. Même justement parce que dans le fond, moi j'ai un background en coaching, puis tout se passe dans le moment présent. En fait, si quelqu'un a un enjeu, même si la personne a dit c'est parce que je veux oublier quelque chose, c'est parce que j'ai vécu un traumatisme ou quelque chose comme ça, mais de toute façon moi je travaille pas sur un traumatisme, mais c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui puis qu'est-ce que tu veux. Fait qu'on très rapidement il y a une partie au début qui va être de déterminer l'objectif, qu'est-ce que tu veux qui se passe à partir de maintenant pour accompagner la personne vers son changement. Puis l'hypnose, ça va permettre de faciliter, mais dans les faits, c'est parce qu'on aide l'esprit à focaliser son attention. Des fois, notre attention va dans plein de directions, donc on va se focaliser. On va utiliser des phénomènes hypnotiques, donc des choses que le corps va faire par lui-même automatiquement. Fait que là, c'est là que, par exemple, on pourrait communiquer avec l'inconscient, puis un doigt qui pourrait bouger comme un spasme, qui pourrait nous dire un oui, un non. Fait que moi, je vois l'hypnose comme vraiment une communication qu'on va avoir entre notre partie plus consciente mentalement puis nos parties plus automatiques, inconscientes. Parce que souvent, comme justement tu disais, Isabelle, il y a des choses qu'on veut, mais c'est pas ça qu'on vit, c'est pas ça qu'on ressent. Il y a un écart entre mentalement ce qu'on veut puis au niveau de notre corps, au niveau de notre inconscient, au niveau des choses qui se font automatiquement. Puis là, c'est ça qui est l'avantage de l'hypnose, c'est de venir faire communiquer les deux. Donc moi, ça va être souvent très interactif. Donc, on va amener un état de transe où la personne va être en état modifié de conscience, mais je vais parler avec elle. Le corps va bouger. Il va y avoir des moments où on va se parler plus couramment, d'autres moments où la personne va être partie très profondément. Fait que ça va être... on a plein d'outils en hypnose, dépendant de l'objectif de la personne. Et combien ça prend de temps avant de rendre quelqu'un en état de transe lorsque tu parles à une personne? Ça va dépendre de la personne, premièrement. Parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas? Non, parce qu'en fait, c'est la personne qui le vit. OK. Tu sais, on a l'impression, le spectacle nous donne cette impression-là que l'hypnologue ou l'hypnotiseur prend le contrôle, OK?
Mais c'est toujours des propositions, même en spectacle, c'est des propositions qui sont faites, puis la personne, elle embarque graduellement, ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'effets, ou que la personne est de plus en plus absorbée dans l'expérience. Ce qui fait que des gens, surtout des gens qui ont déjà fait de la méditation, qui sont conscients de leurs sensations dans leur corps, qui sont capables de revenir au moment présent, ces personnes-là, ça peut être extrêmement rapide. Ça peut prendre quelques secondes, puis la personne va aller très profondément. Quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, qui analyse beaucoup, ben, il y a des étapes avant. En fait, c'est pas qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas réceptifs ou que ça marchera pas bien avec eux, mais c'est parce qu'ils sont pas dans un état d'esprit qui facilite la chose. Fait qu'on va commencer à créer le contexte avant. Puis là, on va voir que tout le monde va y avoir accès à une rapidité différente, puis dépendant surtout de dans quel état. Si la personne a dit « Essaye ton hypnose, là, fais-moi de quoi, là, mais moi, là, je suis sceptique, je pense pas que ça va marcher. » Mais la personne n'est pas impliquée. C'est pas de la magie, là, évidemment. C'est pas de la magie, tu sais. Fait que oui, on a plein de stratégies au niveau du langage pour aider la personne à focaliser son attention, à s'absorber. Mais si la personne, elle a pas le goût, elle reste complètement spectatrice de ce qui est en train de se passer, elle vivra pas autant de choses. Comme ça. Tandis que si elle rentre dans l'expérience, puis on lui propose des choses, elle les fait, puis on dit, oh, les choses commencent à se faire par elles-mêmes. Oh, c'est intéressant, ça. Puis il y a une curiosité qui s'installe, puis c'est vraiment... l'état d'hypnose, à la base, est très agréable. Fait que souvent, parce que, justement, si je te dirais, Caroline, maintenant que je te dis, avoir un état où est-ce que les pensées ralentissent, tu sens que ton corps se détend, tu sens que c'est plus facile de focaliser sur quelque chose. Si tu as un objectif, ton attention va être plus présente là-dessus. Tu vas aussi avoir plus de clarté dans ce que tu ressens. Tes émotions, tes prises de conscience, tu vas avoir accès peut-être même à certaines ressources ou certaines pensées qui vont venir plus facilement pour trouver des solutions. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait, tu sais? Ben oui, forcément. ben oui, qui peut... Fait à la base, mais souvent, les gens connaissent pas c'est quoi. Ils ont vu des choses, puis ils... Ah, mais il y a des préjugés, ça fait peur. Oui, on s'imagine aussi, tu sais, on a les clichés de l'hypnologue, le pendule, ou Mesmer, puis les on va yeux me faire qui tournent venir en sur spirale. la scène, on va me faire venir sur la scène, puis on va me faire C'est pour ça qu'il faut mettre les pendules à l'heure. Exactement, parce que, tu sais, c'est souvent c'est toujours dépendant du contexte, en fait. L'hypnose, c'est un facilitateur. Ça permet de focaliser notre attention, ça permet d'être dans le moment présent, ça permet d'avoir, tu sais, comme, je leur dirais pas tous les avantages, mais donc, dans un contexte d'une démonstration ou d'un spectacle, qu'est-ce qu'on veut? On veut faciliter qu'il y a des choses qui vont arriver spontanément, ça va être instinctif, que ça peut être drôle, que ça peut être très extravagant. C'est ça qu'on facilite dans le contexte d'un spectacle. Fait que l'hypnose est un outil pour améliorer cette expérience-là de spectacle. Des fois, il y a des gens qui disent, mettons, mon beau-frère, il est allé sur le stage, puis il a fait des affaires qu'il voulait pas faire. Mais il était sous le contrôle. Et moi, je dis, tu sais, le beau-frère, là, il a acheté un billet, il est venu dans la salle, il a fait les tests, après ça, il est monté sur le stage. Ah oui, parce qu'il y a des tests, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, en hypnose, on regarde, on propose des choses, on voit comment la personne le fait. Tu sais, si la personne répond bien à ce qu'on lui propose, on va à l'étape suivante à ce moment-là. Mais tu sais, dans ce contexte-là, la personne a été dans un mode où elle a fait des choses plus automatiques, mais je veux dire, elle a accepté le contexte. Elle a accepté d'aller sur le stage puis faire des choses qui sont un peu particulières. Dans l'accompagnement, le contexte, c'est pas le même. On vient pas pour aller impressionner les gens, pour voir des choses impressionnantes. On vient pour faire un changement. On vient pour percevoir les choses différemment puis faciliter un changement. Fait que là, l'hypnose est au service de ça. Intéressant. Caroline, est-ce que tu es intéressée à une expérience d'hypnose en direct? On pourrait essayer, je sais pas, ça se peut-tu? Est-ce que c'est possible? Mais tu sais, il y a différentes manières de faire de l'hypnose en tant que tel. Tu sais, des fois, on voit dans les spectacles, justement, des petits tests comme ça. On pourrait le faire aussi à l'audio, mais là, on le fera pas avec les auditeurs parce qu'il y en a qui conduisent, c'est tout. On conduit l'auto, là, on veut pas Et ça, c'est important. Lorsqu'on fait une expérience d'hypnose avec une personne, est-ce qu'on atteint les autres autour? Ça dépend comment on le fait. OK. Parce qu'en tant que tel... Mais toi, tu es capable d'atteindre une seule personne si on fait une expérience. Mais si je te propose de faire des choses, puis que tu es la seule à le faire, tu vas embarquer dans le processus graduellement toi-même, tu sais. Si je vous demande d'imaginer des choses, ben là, par défaut, des gens ont de la facilité à imaginer, même s'ils sont pas là. OK. Comme ça. Fait que, dans le fond, je pourrais même commenter un peu. Le but, c'est quoi? Le but avec l'hypnose, c'est de se reconnecter dans le moment présent ici. Puis c'est d'avoir un impact peut-être sur ce qu'on ressent, sur les impacts. Donc, ce que je te proposerais, Caroline, ça te convient? Oui. Oui? Ah oui, je m'apprête. C'est de voir comment est-ce qu'on peut à la fois utiliser le corps. Oui. Et puis aussi, comment on peut avoir quelque chose qui est agréable là-dedans. Puis c'est un outil que peut-être d'autres personnes pourraient réutiliser, comme ça. Je peux emprunter ton bras ici?
Oui. OK, je vais rester ici. Je vais juste tenir le bras un instant comme ça. Et puis, le bras qui est dans les airs, comme ça, les doigts sont placés d'une certaine manière. Tu me regardes dans ma direction, comme ça. Et puis, je vais t'inviter à fermer les yeux un instant, puis juste penser à un moment vraiment agréable que tu as vécu. OK. Et puis, des fois, il y a des petits sourires qui sont venus. Je suppose que tu l'as trouvé, ouais, comme ça. Et puis, imagine que la main ici, elle va commencer à être attirée dans une direction au fur et à mesure que cet état-là, cette sensation-là que tu es en train de vivre va s'amplifier. Je ne sais pas dans quelle direction la main va partir, mais imagine que plus tu te concentres sur le moment agréable que tu as déjà vécu, tu pourrais même te concentrer sur qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là. Et puis je te demanderais juste, vas-y, tu le nommes si ça se nomme à la radio, tout simplement, mais ça ressemble à quoi cette sensation-là, agréable, qui s'installe, quand tu te concentres sur cet état-là, sur ce moment-là? C'est une sensation de bien-être. Ouais, tu la sens où dans ton corps, cette sensation-là de bien-être? Au cœur. Au cœur, hein? OK. Fait que là, on pourrait aller dans l'imaginaire. Tu peux garder les yeux fermés, comme ça. Cette sensation de bien-être que tu ressens au cœur. Tu pourrais écouter, mais elle a quelle couleur, cette sensation-là? Elle est rose. Et pendant que la main commence à s'éloigner dans cette direction-là, et que la sensation est rose, qu'il y a des légers sourires comme ça, imagine que ça s'amplifie encore plus, puis que ça s'installe dans tout ton corps. Qu'est-ce que ça crée ensuite? Un coucher de soleil. Ouais. Fait que là, le sourire au niveau des yeux, au niveau de la bouche, comme ça. T'imagines le coucher de soleil. Et qu'est-ce que ça permet quand il y a le coucher de soleil? Qu'il y a le rose qui est là. De nous rencontrer. Ouais. Fait qu'on pourrait continuer, mais pendant que la main est en train de s'éloigner, comme ça, puis de descendre légèrement. C'est comme si le corps est en train aussi de te montrer quelque chose. Fait qu'on n'ira pas beaucoup plus loin, mais c'est ça, en fait. Tu pourras juste laisser descendre, puis en même temps, ça va continuer à s'installer aujourd'hui. Coucher de soleil, le rose. Moi, j'anime une émission. Est-ce que je peux parler? Ou... Ben oui. Oui. C'est ça. En hypnose, on a communiqué un peu comme ça, puis on commence, puis ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle est en train d'installer c'est ça, là, je dans veux son pas état. Briser ton état, Caroline. C'est bien parti. On voit un peu au niveau des yeux, il y a des petits gars, ça veut pas dire que c'est de la peine, ça peut être non, simplement le corps qui réagit. Fait qu'on voit qu'en hypnose, il y a des choses qui réagissent dans le corps. Puis là, on utilise, tu sais, j'ai guidé ton attention, je t'ai proposé des choses, je t'ai posé des questions. Je suis toute de bonne humeur. Mais oui, c'est ça. Fait que ça change notre état intérieur. Fait que c'est pour ça que ça peut être intéressant. Puis là, on a fait quoi, 2-3 minutes? Ça a été quand même assez rapide. Comme ça. Donc, ça apporte quelque chose où on va utiliser à la fois le corps, des choses qui vont venir. Puis pourquoi est-ce qu'on utilise l'imaginaire? Pourquoi est-ce que j'ai proposé une couleur ou de dire c'est où dans le corps, des trucs comme ça? C'est parce que pour notre cerveau, il y a des concepts qui sont complètement abstraits. Si on pense, par exemple, au calme, au bien-être, c'est très abstrait. Notre cerveau n'est pas capable de le matérialiser. Puis, si on y va avec de la symbolique, les sens, ben, on revient dans le concret pour lui. Fait que pourtant, il y a des gens ils disent, moi, je suis rationnel, pourquoi je penserais à un coucher de soleil ou quelque chose comme ça? C'est pas logique. Mais si vous imaginez un coucher de soleil, automatiquement, votre corps va réagir. Fait qu'on vient entre ce qui est un concept. Mettons, si on parle du stress. Mais le stress, c'est un concept. Pour notre cerveau, comment tu fais pour diminuer le stress? Il sait pas quoi faire avec ça. Mais si tu lui demandes, c'est comme quoi ce stress-là? Puis les enfants sont très bons pour ça. Hein? Ils ont de la facilité à aller en transe hypnotique. Ils ont de la facilité à être dans le moment présent. Ce stress, il est comme quoi? C'est comme une tempête. Mais si la tempête diminue, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on va utiliser l'imaginaire pour que notre cerveau ait un impact sur les choses. C'est vraiment intéressant et ben moi je suis un peu impressionnée de tout ce qu'on vient de vivre en studio, c'est super. Isabelle, j'aimerais juste, parce que toi aussi tu pratiques l'hypnose, c'est un peu différent de ça là, mais l'objectif ultimement c'est de guérir l'esprit par puis est-ce que tu es que par l'hypnose ou d'autres méthodes aussi là? Oui, ben je suis toujours c'est un outil parmi tant d'autres effectivement. Ça va être, en fait ça ressemble beaucoup à ça.
moins dans l'échange conversationnel. Moi, beaucoup parce que en même temps, je veux reconditionner le système nerveux, donc leur permettre d'apprivoiser le lâcher prise, donc de pas se mettre la pression de nécessairement trop se concentrer sur ce qui se passe. Quoique, tu sais, c'est ça, je peux. Ça me donne le goût d'apprivoiser. C'est ça. C'est un exemple parmi tant d'autres aussi, là. Exactement. Mais ça a la fonction est sensiblement la même. Puis effectivement, on laisse place. On n'est pas là pour dicter l'expérience, comme laisser l'inconscient, l'imaginaire prendre le relais. Puis ça surprend tout le temps les clients et même moi-même quand après ça ils me parlent de ce qui s'est passé pendant l'expérience, tout ce qu'ils peuvent avoir vécu, tout ce qu'ils peuvent avoir, les souvenirs qui peuvent avoir émergé, les images, les ressentis. Donc c'est fait qu'on est là pour un peu encadrer, mais on ne dirige pas tant que ça, finalement. Parce que dans la perspective où c'est difficile d'avoir accès à un psychologue, par exemple, peut-être, je sais pas, à toi, Francis, donc ta liste d'attente, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à faire par soi-même, parce que là, j'écoutais Francis, c'est ta voix, tu guides la personne, là, c'est ça qui est important dans ce cas-là, puis bon, c'est peut-être pas accessoire non plus. Tu as une voix très belle voix, très douce, très posée. Mais ça se travaille aussi. Ça. Ah oui, c'est ça. C'est que l'hypnose, ça s'apprend. Tu sais, des fois, il y a la croyance comme de quoi c'est comme un pouvoir ou c'est comme quelque chose comme ça, mais c'est des stratégies. Ça s'apprend. Fait que oui, quand j'enseigne l'hypnose, on va travailler la voix, on va travailler qu'est-ce qu'on dit à la personne, on va travailler quelle posture on va avoir pour laisser de la place à l'autre. Aussi, fait que tu sais, c'est vraiment c'est comme se lancer la balle. Tu sais, on guide pendant un instant. Puis après ça, on laisse la personne continuer son chemin. Fait que moi, je le vois comme ça, comme vraiment un échange. Et Francis n'est pas qu'hypnologue, il est aussi coach et enseignant en PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Et là, on a peu de temps là, pour en discuter. Mais la ça, programmation neurolinguistique, ça a été fondé dans les années 1970 et c'est par Nicolas Beffort qui vient tout juste de sortir un ouvrage qui s'appelle « Tout sur la PNL », qui est aussi aux éditions de l'Homme, comme Isabelle, le livre d'Isabelle qui s'appelle « En attendant le psy ». Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement? C'est pas Nicolas Beffort qui a fondé la PNL, mais il a écrit un livre, justement, puis il est fondé le directeur. Coaching Québec. Il y a l'école Coaching Québec, dans le fond, où on forme justement des gens en PNL, en hypnose, mais dans plein d'autres approches, la CNV, constellation familiale. Il y a beaucoup d'approches pour redonner du pouvoir aux gens, justement. Fait que le but, c'est aussi là d'outiller les personnes pour comment est-ce que je peux avoir un impact dans ma vie, comment je peux aller me chercher des outils que je vais pouvoir réutiliser comme ça. Puis la PNL, c'est un coffre à outils pour faire des changements. Ça vient de modélisation. Ça vient il y a 3 thérapeutes qui avaient des très bons résultats, Bendler puis Granger sont allés visiter puis aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y avait Milton Erickson qui faisait de l'hypnose. Fait qu'il parlait aux gens puis les gens changeaient. Puis ils comprenaient pas pourquoi. Fait que c'est toute l'hypnose conversationnelle. Ils sont allés voir Fritz Perls, que lui, il était beaucoup dans le cadre comme si. Donc, imagine que tu n'as plus ton problème. Comment ça se passe? Fait que ça permettait les gens à déjà commencer à imaginer puis trouver des solutions juste en se projetant dans un contexte différent. Puis il y a Virginia Satir qui faisait, elle, de la thérapie familiale, mais qui posait des questions. Puis quand elle posait des questions, les gens, ils réalisaient des choses, ils comprenaient. Puis là, quand ils sont allés voir que comment on parle nous donne beaucoup d'informations sur comment on encode l'information, puis comment on fonctionne. D'où le linguistique, neurolinguistique au niveau encodé. Puis programmation, parce que dans ce temps-là, l'informatique était en train de se développer, puis la programmation était très populaire comme ça. Mais donc c'est des outils pour voir justement quand on parle, quand on pose des questions, clarifier les choses. Il y a beaucoup d'imprécisions quand on parle aux gens, mais quand on se parle à nous-mêmes. Fait qu'il y a toute une partie au niveau du métamodèle, donc des questions qu'on va se poser qui vont clarifier ce qu'on dit. S'il dit quelqu'un, par exemple, qui dit ça va tout le temps mal. Mais si la personne croit ça, mais c'est pas vrai. Ça va pas tout le temps mal. C'est sûr qu'il y a des moments dans sa vie où ça a été mieux, il y a des moments dans la journée où c'est moins pire, des trucs comme ça. Mais tant qu'on reste avec un biais comme ça, on a de la misère à voir c'est quand ça va déjà mieux puis trouver les solutions. C'est un des exemples. Mais il y a beaucoup de beaux outils avec la PNL justement pour reprendre du pouvoir sur notre vie, sur comment on parle, sur comment on pense, sur comment on interagit. Des techniques qui sont faites aussi pour être très pratiques. Fait que, mettons... si on a un conflit, prends cette technique-là pour on va aller voir la position de l'autre, on va aller cheminer dans tout ça. Fait que c'est tout plein de techniques qu'on peut presque suivre à la lettre,
qui nous permet d'avoir un impact sur, mettons, se distancer d'une sensation ou d'un événement, de pouvoir percevoir un conflit différemment, pouvoir être en état de ressources. Il y a tout plein d'outils là-dedans, mais c'est très, très intéressant. Et ça me fait penser à Isabelle qui, dans son livre, parle que lorsque nos émotions sont accumulées, lorsque, par exemple, elles sont vécues et non ventilées, eh bien, on en arrive à avoir un déchet, en fait, un dépôt de déchets également. Donc, il faut pouvoir les sortir, ces émotions-là et d'éviter de résister finalement à ce qu'on ressent, hein, parce que si on ressent quelque chose, c'est pas pour rien, c'est une façon que le corps nous parle aussi. Donc d'apprendre à, oui, soit le ventiler de différentes façons, que ce soit par le mouvement, par la parole, de l'exprimer. Parler des émotions. Oui, tout à fait. Ou juste nous observer en pleine conscience ce qui se passe sans être dans la critique ou le jugement de « je devrais pas me sentir comme ça, comment je réagis bien trop fort ». Fait que de laisser une place, laisser respirer cette émotion-là, finalement. Moi, je pense que nous, on va continuer à discuter parce que c'est vraiment fort intéressant, mais l'émission se termine, puis je voudrais qu'on profite de la petite minute qui reste pour rappeler les coordonnées, le livre « En attendant le psy ». Alors, aux Éditions de l'Homme, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies, j'oserais dire. Oui, absolument. Et Isabelle, tu parlais d'un site YouTube, d'une chaîne YouTube. Oui, la aussi? chaîne YouTube Calme au cœur du chaos. Donc, on y retrouve des techniques de pleine conscience, respiration, visualisation guidée, relaxation guidée, méditation, hypnose et des capsules bien-être également. Sinon, mon site internet, c'est mon nom, isabellesoucy.com. Les audios sont là aussi, les capsules bien-être aussi. En attendant d'avoir un rendez-vous avec toi, on lit ton livre. Ouais. Oui. Ouais. Et dans le livre d'Isabelle, on y retrouve le syndrome du whippet, et donc sa description. On y retrouve le docteur Google. On y retrouve également la description de la rivière, donc l'analogie de la rivière. C'est vraiment très imagé, plein de... Je vais aller courir à la librairie. Et Francis, alors, est-ce que tu as ta chaîne YouTube? Comment on fait pour te rejoindre? Mon site web, c'est hypnologue.ca. L'information est là-dessus. Sur ma page Facebook, c'est Francis Michaud Coaching. Mais si vous allez sur mon site hypnologue.ca, vous allez avoir les liens. Donc, pour de l'accompagnement, mais je donne les formations d'hypnose. J'ai aussi une formation en ligne d'auto-hypnose. Fait que déjà, ça peut être un outil pour comprendre c'est quoi l'hypnose, commencer à le pratiquer par soi-même, voir justement, jusqu'où on peut aller par nous-mêmes d'une manière autonome. En attendant de rencontrer. Oui, bien sûr, comme ça. Donc, c'est différentes options qu'il peut avoir pour soit se faire accompagner ou nous-mêmes nous faire s'accompagner en auto-hypnose ou apprendre là-dessus. Apprendre à s'aider soi-même. Caroline, merci beaucoup pour cette belle rencontre. J'ai découvert deux êtres exceptionnels encore une fois. Merci. Merci à toi. Merci Francis, merci Isabelle. Puis nous, on se donne rendez-vous demain, mardi, pour une autre édition des Matins éphémères. Il sera question de numérique. On va parler à Jean Nadeau, conférencier également. On va parler cinéma et j'en passe. Mais en tout cas, une autre émission bien remplie demain. Bonne journée.